Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à tous pour ce troisième webinaire proposé par la Mission nationale SPARES, les webinaires prêts pour l'assertif. Alors on va attendre peut-être une minute pour le temps que tout le monde se connecte et le temps de vous présenter également l'équipe. Euh, voilà, vous pourrez poser des questions au fil de l'eau, mais on va y revenir juste après. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, le troisième webinaire de la mission SPARES. Le premier avait pour objet l'outil IVPEROS qu'on a produit et qui a été validé en association avec la SPILF, la SFPC, euh, Primo et le RCRATB. Et le deuxième webinaire a eu lieu en janvier pour vous présenter l'outil QuickEval. On en reparlera. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur la fiche conseil pour la préparation et la certification qui a été fait en lien avec la HAS. On y reviendra également. Pour vous informer aussi, ce webinaire est enregistré et donc il sera disponible en replay également à la suite de l'événement. En tout cas, bienvenue à tous pour ce webinaire. Et voilà, vous dire aussi qu'on a intitulé ces webinaires prêts pour l'assertif, qu'on fait un focus sur la certification aujourd'hui, mais bien évidemment, le bon usage des antibiotiques, c'est toute l'année et pas que pour l'assertif, pour la certification. La diapo d'après, s'il te plaît, Yasmine. Vous dire aussi que, merci beaucoup, vous dire aussi que je suis très heureuse d'animer ce webinaire aussi avec l'équipe. Donc, on va passer la parole au fur et à mesure à Yasmine Nivois, pharmacien hospitalier, à, à Strasbourg, à Simon Gravier, infectiologue, et à Béatrice Rosolène, également infectiologue, qui a rejoint notre équipe en janvier dernier. Et en backup, on a également Emma Kittler pour la logistique et l'organisation, et Céline Pulsini, qui fait partie également de l'équipe et avec qui on travaille au quotidien. En tout cas, merci à toute l'équipe pour la préparation de cet événement. Vous pourrez poser des questions au fil de l'eau au niveau des questions-réponses, Q&R. Donc, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et on prendra à la fin les questions qu'on n'aura pas pu traiter au fil de l'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dès à présent et au fil de l'eau. La diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, on continue à travailler toujours dans la même démarche au niveau de l'équipe SPARES sur l'axe bon usage des antibiotiques. On a commencé en tout début de mandature par un recensement de vos besoins, des besoins des acteurs de terrain qui travaillent pour le bon usage des antibiotiques. À partir de ces besoins qui ont été recueillis au niveau des CRATB, des EMA, des référents, on a en parallèle effectué un recensement des outils qui existent autour du bon usage des antibiotiques sur différents domaines, on en reparlera et qui ont permis d'aboutir à un kit d'outils qu'on vous met à disposition régulièrement. Et la nouvelle version sera disponible la semaine prochaine. On en reparlera également. Donc, à partir de ce recensement des outils, on diffuse les outils qui ont été recensés. On a pu également identifier des thématiques sur lesquelles il n'y avait pas d'outils existants. Et on a donc développé de nouveaux outils qui n'existaient pas encore au niveau national français. Et voilà, donc on a créé les nouveaux outils dont on reparlera au fil de l'eau. Ce recensement des outils aussi, vous dire qu'on l'actualise très régulièrement, c'est ce que je viens de vous dire. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les outils que vous avez développés en région, dans vos établissements, pour qu'on puisse les référencer dans cette base d'outils et qu'ils puissent servir au plus grand nombre. La diapositive suivante. Donc, à partir de ce recensement, donc, on met à disposition ce kit d'outils et on a identifié les thématiques sur lesquelles nous avons pu travailler, pour lesquelles il n'y avait pas de ressources disponibles récentes ou avec un fort niveau de preuve. Donc, on a principalement travaillé à un outil pour le relais et le choix entre la voie IV et PEROS. On a travaillé à un outil d'évaluation des pratiques, on en reparlera au fil de l'eau. Et voilà, donc on a différents outils et tous ces outils sont co-construits avec les sociétés savantes ad hoc, en tout cas avec le groupe PUA de la SPILF, le réseau infectiologie de la SFPC, la Société française de pharmacie clinique, avec l'ASFA, notamment sur la thématique de l'antiboprophylaxie chirurgicale, en lien avec la mission SPICMI, puisqu'on travaille également au fil de l'eau avec les missions nationales Primo et Matis. La diapositive suivante.
Et je passe la parole à Yasmine Iwa tout de suite pour la suite. Merci beaucoup, Yasmine. Merci beaucoup, Florence. En 2025, comme vous le savez, le 6e cycle de la certification a été publié. Donc, cette certification est une évaluation externe obligatoire réalisée par la HAS qui vise à garantir la qualité et la sécurité des soins. Dans cette nouvelle version, le critère sur la pertinence des antibiotiques a été classé en critère impératif. Et donc, les critères impératifs sont spécifiquement évalués et sont des points d'attention spécifiques des experts visiteurs, et une non-conformité sur un de ces critères entraîne l'obligation de mettre en place un plan d'action correctif immédiat. Alors, pourquoi la pertinence de la prescription des antibiotiques est-elle cruciale? Eh bien, selon donc l'OMS, celle-ci classe l'antibiorésistance parmi les 10 principales menaces de santé publique mondiale. En effet, près d'1 million de décès dans le monde sont déjà attribués à cette pandémie silencieuse, et sans action corrective vigoureuse, les projections estiment que l'antibiorésistance pourrait devenir la première cause de mortalité mondiale d'ici 2050. Devant les cancers. Donc, chaque année, les infections à bactéries multirésistantes touchent plus de 120 000 cas en France et sont responsables de près de 5 500 décès annuels liés à cette antibiorésistance, et ce qui représente en Europe 35 000 décès par an. Et la France est le 2e plus grand consommateur d'antibiotiques au niveau européen. Cette surconsommation est principalement liée donc à des prescriptions inutiles, inappropriées, à des antibiothérapies non indiquées ou des durées de traitement excessives. La certification est un cadre renforcé. Les établissements doivent démontrer maintenant l'existence d'une politique claire et structurée d'évaluation, d'amélioration des pratiques. Cela implique la mise en place de comités dédiés, des CLIN, des commissions des anti-infectieux, de la réalisation d'audits réguliers des pratiques de prescription et le suivi d'indicateurs de consommation d'antibiotiques. Auparavant, la lutte contre l'antibiothérapie dans l'antibiorésistance était inscrite comme un critère clé dans le référentiel de certification. Maintenant, il ne s'agit plus d'une simple recommandation, mais vraiment d'un critère impératif avec une exigence évaluée tout au long des visites de la certification. Et donc, ce manuel s'inscrit également dans la stratégie nationale 2022-2027 de prévention des infections et de l'antibiorésistance, avec un objectif clair: réduire la consommation d'antibiotiques de 25% d'ici 2027. Pendant cette certification, les experts visiteurs, donc sont des professionnels mandatés par la HAS, utilisent un référentiel structuré autour de 12 objectifs qui sont centrés donc sur le patient, les équipes soignantes, l'établissement. Il y a 21 critères impératifs et dont 5 méthodes d'évaluation. Les méthodes d'évaluation sont le patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, audit système et les observations. Concernant l'antibiothérapie, donc 2 critères sont spécifiquement en lien avec les antibiotiques. Le critère 2.305 qui indique donc les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Celui-ci est évalué à travers un traceur ciblé dans les secteurs interventionnels. Et le critère 2.402 qui est le sujet plus spécifique d'aujourd'hui sur la pertinence de la prescription d'antibiotiques est argumenté et réévalué, qui est donc le critère impératif, également évalué dans le cadre d'un traceur ciblé au sein du circuit du médicament et des produits de santé, et évalué au travers l'indicateur IQSS, qui est l'indicateur ATBIR, qui représente donc le taux de patients ayant une prescription d'antibiothérapie de 7 jours ou moins pour une infection respiratoire basse. ATBIR est actuellement en cours de réactualisation par la HAS pour se conformer aux nouvelles recommandations. Donc, si on revient sur les différentes méthodes d'évaluation de la certification et spécifiquement sur l'antibiothérapie, donc celle-ci fera l'objet d'un traceur ciblé
Le traceur ciblé est donc une méthode qui consiste à évaluer la mise en place réelle d'un processus et vise à s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs. Donc, il va y avoir des entretiens avec les équipes médicales, la gouvernance, la consultation des prescriptions d'antibiotiques et aussi et surtout les observations. Les observations sont très importantes, donc ce sont les experts visiteurs qui vont évaluer les bonnes pratiques sur le terrain. Elle est intégrée dans tous les autres domaines des secteurs visités, combinée avec d'autres méthodes d'évaluation et basée sur une grille d'évaluation. Donc, pour aider les établissements de santé, la HAS a mis à disposition une fiche pédagogique sur l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse avec un paragraphe donc, dédié à la pertinence des prescriptions d'antibiotiques. Cette fiche pédagogique fait référence tout à la fin à la fiche conseil proposée par l'équipe SPARES qui détaille en fait l'ensemble des éléments clés qui vont vous être présentés tout au long de ce webinaire. Cette fiche conseil a été relue donc, par le comité scientifique, dont la fiche HAS, et on va vous présenter les différents éléments de cette fiche conseil. Je vais vous passer la parole à mon collègue Simon Gravier pour la suite. Merci. Merci beaucoup Yasmine. Donc comme on vous l'a dit, on va vous présenter un petit peu les différents items de ce critère HES impératif, donc sur la pertinence des prescriptions des antibiotiques. Donc là, on peut voir qu'il y a, on va dire, 6 items principaux. Il y en a une partie qui concerne finalement ce qu'on pourrait appeler le pilotage des prescriptions d'antibiotiques, donc qui viennent en fait en amont des prescriptions. Donc qui concerne la formation des prescripteurs, un item plus de désignation d'un référent d'antibiothérapie de gouvernance, le référentiel. Ensuite, il y a plus ce qui se passe au moment de la prescription d'antibiothérapie et de son suivi, donc avec les éléments de justification de prescription et de traçabilité. Et puis, après la prescription, finalement, ce qui est très important aussi, c'est d'évaluer la pertinence de ces prescriptions. Donc, on va parler notamment d'audit et de la surveillance des consommations des antibiotiques et résistantes. Donc, on va passer un petit peu en revue ces différentes choses et dans cette fiche conseil, dont le but était d'apporter les éléments pour pouvoir justifier la mise en place de ces différentes actions. Donc, pour commencer, finalement, dans cette partie un peu plus de pilotage, il y a ce qui est primordial, donc ce qui fait partie des éléments d'évaluation, c'est la présence d'un référent en antibiothérapie au sein des établissements. Donc, ce qu'on recommande, c'est qu'il peut y avoir un ou plusieurs référents dans l'établissement. Et ce qui est important, c'est qu'il soit désigné par le représentant légal de l'établissement, donc par la direction, et qu'il ait un temps dédié à cette activité. Il faut que ces modalités de collaboration avec notamment le pharmacien, la microbiologie soient définies, avec l'EMA s'il y en a une, pour que ce soit bien clair entre ces différents professionnels de quel est le rôle de chacun et comment ils interagissent. Et puis, il faut qu'il y ait un plan d'action annuel de la stratégie de bon usage avec des indicateurs de suivi et des indicateurs d'impact. Et également, on pourrait également citer la réalisation annuellement d'un bilan d'activité et ensuite qui peut réalimenter ensuite un plan d'action pour l'année suivante. Donc ça fait partie un petit peu des éléments qui accompagnent la désignation du référent en antibiothérapie. Dans la fiche pédagogique de la HAS, voici un petit peu les différentes questions que les experts visiteurs peuvent être amenés à poser et suite auxquelles, dans notre fiche conseil, on apporte des éléments de réponse. Donc là, c'est donc pour le référent d'antibiothérapie, c'est plutôt des questions qui s'adressent à la gouvernance de l'établissement. Donc, est-ce qu'il y a un programme de bon usage? Qui est le référent? Est-ce qu'il a du temps dédié à cette mission de coordination? Donc, cette notion de temps dédié, on sait que c'est pas toujours facile pour les référents d'avoir du temps, mais c'est vraiment cité dans la fiche pédagogique de la HAS, ce référent à un temps dédié. Est-ce qu'il y a un membre de la direction de l'établissement nommé par le directeur qui accompagne le référent et son équipe pour la mise en place du programme? Donc voilà un petit peu les questions qui font partie de cette fiche pédagogique et que les experts visiteurs pourront poser. Donc, comment finalement justifier un petit peu ces choses-là? Donc, ce qu'on propose dans notre fiche conseil, donc c'est comme élément de preuve. Donc, il y a notamment la présentation de bilan de CME, de commission médicale d'établissement, et ou des procédures validées en commission des anti-infectieux ou en COMA. Il y a différents noms pour cette commission, mais on va dire cette commission qui s'occupe spécifiquement
du bon usage des anti-infectieux. Également, s'il y a la mise en place de correspondants en antibiothérapie dans les différents services de l'établissement, cette liste des correspondants peut être mise en avant pour montrer qu'il y a vraiment la mise en place d'un réseau au sein de l'établissement pour la mise en place d'une stratégie de bon usage des antibiotiques. Bien ensuite, dans la phase un petit peu dans l'élément un peu de pilotage, le côté formation. Donc, concernant la formation, il est proposé que cette formation soit faite en fait aux nouveaux prescripteurs permanents et temporaires, mais également aux prescripteurs qui sont en poste. Donc, c'est pas la formation, c'est pas uniquement entre guillemets pour les nouveaux internes, c'est pour tous les prescripteurs en place ou en formation. Donc, ces formations elles doivent être prévues par l'établissement et approuvées au niveau de la CME ou par la commission des anti-infectieux. Donc, les questions qui peuvent être posées par rapport à ces formations, c'est est-ce qu'elles existent, est-ce qu'elles sont ouvertes aux prescripteurs déjà en poste? Donc, je pense que c'est important quand on élabore ces formations, soit d'intégrer les prescripteurs déjà en poste ou de prévoir des formations spécifiques, comment elles sont réalisées, donc finalement à quelle fréquence, pour qui, comment, et est-ce qu'elles sont faites au moins de façon annuelle et approuvées en commission médicale d'établissement. Donc, je pense que pour appuyer ces éléments-là, ces questions-là, les réponses, donc bien sûr, bien citer le nombre de formations qui ont été proposées aux prescripteurs. Je pense que on peut y intégrer, enfin, nous on pense qu'on peut y intégrer les formations qui sont territoriales, organisées notamment par les CRATB, les EMA, les OMEDIT, sur le thème du bon usage des antibiotiques. C'est important, je pense, de communiquer en tant que référent au sein de l'établissement vers les prescripteurs quand il y a ces formations qui sont proposées. De fournir le programme de ces formations et également le nombre de professionnels formés. Donc, très concrètement, faire émerger les gens pour avoir finalement un peu des indicateurs de suivi des personnes qui ont été formées. Concernant l'élément un petit peu qui concerne maintenant le référentiel, donc, il faut que dans les établissements, il y ait un référentiel actualisé sur l'antibiothérapie, donc l'antibiothérapie curative, mais également préventive. Ce référentiel peut être donc national, régional ou local, proposé par un établissement de référence. Et ce qui est important, c'est que ce référentiel, il faut qu'il soit connu des prescripteurs, donc il y a une stratégie de diffusion d'informations de son existence, de comment y accéder, de comment l'utiliser. Dans le kit d'outils dont on vous a parlé et qu'on vous présentera un peu plus en détail dans le prochain webinaire, on a un onglet notamment sur les différents types de référentiels qui existent. Il y en a un certain nombre. Et donc, vous pouvez retrouver notamment une liste de ces référentiels. À côté de ces référentiels, il y a d'autres outils d'aide à la prescription qui sont cités, notamment dans la fiche pédagogique de l'HAS, notamment ce qu'on appelle les systèmes d'aide à la décision en antibiothérapie. Donc, c'est pas en place dans tous les établissements, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à mettre en place, mais en tout cas, c'est cité. Donc, qu'est-ce que c'est que ces systèmes d'aide à la décision? En fait, c'est un programme dans lequel on va rentrer le diagnostic posé par le prescripteur et auquel on peut ajouter différentes données, notamment biologiques, de données médicales, de données patients. Et ce système va émettre une recommandation de traitement avec une liste par pertinence et avec éventuellement des examens de suivi, des examens complémentaires à faire. Donc, ça fait partie des outils qui peuvent être mis en place en plus pour promouvoir et faciliter le bon usage des antibiotiques. Donc, par rapport à ce référentiel, est-ce qu'il y en a un dans l'établissement? Comment on y accède? Comment répondre à ces questions? Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut montrer comment on accède à ce référentiel, que ce moyen d'accès soit le plus simple possible. Souvent, il y a un intranet, il faut qu'il soit bien visible, bien affiché, qu'il y ait une communication, notamment lors des formations sur comment y accéder, comment l'utiliser. Est-ce que ce référentiel, voilà, le calcer et éventuellement, si on peut avoir des données de consultation du format électronique de ce référentiel, c'est l'idéal parce que ça permet d'avoir un petit peu, savoir un petit peu combien de personnes y accèdent par jour et d'adapter un peu la communication par rapport à ces données-là, notamment si on voit qu'il est peu consulté. Donc maintenant, on vient un petit peu
on était un petit peu dans des éléments, formation, référentiel, gouvernance, un petit peu plus avant la prescription. Maintenant, on va dans tout ce qui est plutôt les éléments de prescription d'un antibiotique et de suivi de cette prescription. Donc, la justification de la prescription et sa traçabilité entre 24 et 72 heures. Donc ça, c'est juste pour rappeler un petit peu qu'il y a un schéma finalement de prescription d'un antibiotique. Il y a une première phase de diagnostic, donc avec une phase clinique qui est la plus importante et qui va faire tout changer, notamment sur le fait qu'il y ait des arguments pour une infection bactérienne ou non, et donc pour le fait de débuter une antibiothérapie, avec plus ou moins des examens complémentaires selon l'infection suspectée. Il y a une phase ensuite de prescription, de choix d'antibiotiques, donc avec notamment l'aide, pourquoi pas, du référentiel, voire, comme on en a parlé, du système d'aide à la décision, avec le choix d'une molécule, d'une dose, d'une voie d'administration. Et puis ensuite, quelques jours après, une réévaluation qui est vraiment primordiale pour décider est-ce qu'on arrête le traitement, est-ce qu'on change, est-ce qu'on désescalade, voire on escalade s'il y a une aggravation du patient ou qu'on a une documentation qui montre que notre antibiotique n'était pas efficace. Mais voilà un petit peu les trois phases principales vraiment à suivre quand on prescrit un antibiotique. Juste pour rappeler quelques données sur ces prescriptions antibiotiques, hein, c'est que ce qu'il faut avoir un petit peu en tête, c'est que dans les établissements de santé, c'est 20% du volume total de consommation des antibiotiques en France. Schématiquement, un tiers de ces prescriptions sont pour des patients hospitalisés et la majorité, donc 2 tiers, sont des PHEV, donc des prescriptions hospitalières exécutées en ville. Donc, des prescriptions qui viennent de médecins hospitaliers, mais qui sont délivrées en pharmacie de ville. Donc, c'est la majorité de ces prescriptions qui viennent de l'hôpital. Et on estime qu'environ 50% de ces prescriptions sont inutiles ou inappropriées. Et ça a des conséquences majeures sur l'émergence ou l'aggravation de la résistance bactérienne, et notamment avec des impacts importants sur les populations les plus vulnérables de cette antibiorésistance. Donc pour cet élément de justification de prescription, de traçabilité, ce qu'il faut, c'est que finalement cette prescription, elle soit la justification de la prescription. Donc quand on va à Julien, quand on va initier, il faut qu'elle soit tracée dans le dossier patient, notamment le diagnostic qui est suspecté. Il peut y avoir des inconnus, mais il faut au moins émettre une hypothèse diagnostique et justifier pourquoi on débute cette antibiothérapie-là. Et l'idéal, c'est pas toujours simple, hein, mais c'est qu'il y ait un système informatique permettant de générer ensuite une alerte pour réévaluer cette antibiothérapie, pour qu'il y ait le prescripteur finalement pense à le faire ou qu'il soit accompagné dans cette réévaluation. Un autre élément important, c'est que pour les antibiothérapies qui dépassent plus de 7 jours, s'il y a une procédure en place pour qu'il y ait une justification médicale pour le dépassement de cette durée de plus de 7 jours, c'est vraiment un élément également important et à mettre en avant. Je pense que c'est un petit peu là, donc finalement, quand on va évaluer, vouloir réévaluer, alors on sait que c'est pas toujours simple, cette réévaluation de traitement, de la mettre en place, qu'elle soit systématique. Je pense que on peut se concentrer sur les molécules, certaines molécules, notamment celles qui sont plus sources d'émergence de résistance, aspects les plus larges, donc en se servant notamment de ce document, de cette liste d'antibiotiques ciblés, faite notamment par la SPILF, et en se concentrant principalement notamment sur les molécules de groupe 3, donc principalement les carbapénem, mais également ensuite les molécules de groupe 2, donc notamment la piperacilline, tazocilline ou les céphalosporines de troisième génération. À noter que l'amoxicilline acylcarbulénique, pour l'hôpital, est plutôt classée dans le groupe 1, dans les molécules à usage courant et à utilisation préférentielle. Donc, ces antibiotiques ciblés, c'est des antibiotiques donc, qui font l'objet d'un suivi renforcé. Leur prescription est limitée à certaines indications, leur dispensation est contrôlée. Il y a un sorte de suivi en direct, entre guillemets, à la pharmacie, finalement, de leur délivrance. La réévaluation est vraiment systématique et peut être assurée et contrôlée, finalement, par le référent pour vraiment être sûr qu'il a besoin de poursuivre la molécule si c'est nécessaire. Et puis avec des suivis de consommation et de résistance de ces molécules au plus près. À noter que ces listes d'antibiotiques peuvent évoluer en fonction des données de surveillance, des changements dans la résistance, et que ça sera peut-être réadapté dans les années à venir.
Donc les questionnements par rapport à ces justifications de prescription et cette traçabilité, donc qui sont dans cette fiche pédagogique de l'HAS. Donc on va vous demander est-ce que pour un antibiotique, est-ce que l'indication est justifiée, est-ce que c'est noté dans le dossier, est-ce que vous pouvez le montrer? La réévaluation, comment elle s'organise? Est-ce que votre logiciel est une alerte qui va prévenir le prescripteur? Est-ce que cette réévaluation elle est faite par le référent? Alors il ne peut pas tout réévaluer. Je sais que des petits établissements avec des faibles nombre de prescriptions antibiotiques, notamment des établissements de psychiatrie, il y a des médecins somaticiens arrivent à réévaluer les choses, mais ça c'est que pour certains établissements avec des faibles volumes de prescription. Donc l'idéal c'est d'avoir des alertes logicielles qui vont qui vont prévenir pardon, les prescripteurs qu'il faut réévaluer le traitement. Et y a-t-il une intervention en temps réel, notamment, c'est ce que je disais, du référent ou du pharmacien pour la réévaluation, notamment de certaines molécules, notamment les antibiotiques ciblés critiques. Donc, les éléments de preuve un petit peu pour ces différentes choses, c'est est-ce qu'il y a des procédures qui ont été validées en commission des anti-infectieux qui rendent ces réévaluations ou la justification de prescription obligatoire ou contraignante, on va dire, pour le prescripteur? Est-ce qu'il y a eu des réalisations de quick audit ou d'audit sur ces échantillons sur des échantillons de prescription pour voir à quel pourcentage ces prescriptions sont tracées dans le dossier, à quel pourcentage elles sont réévaluées? On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation sur ces évaluations. Donc, qui permettent d'apporter finalement des chiffres et des éléments de preuve finalement, c'est très compliqué d'avoir 100% de justification ou 100% de réévaluation. Mais ce qui est important, c'est finalement de faire en sorte que ces chiffres s'améliorent et de pouvoir le réévaluer pour mettre en place des actions pour promouvoir ceci. Un mot sur l'antibioprophylaxie. Alors, l'antibioprophylaxie est un critère HAS à part entière, mais dans le cadre de la pertinence des prescriptions antibiotiques, ça fait également partie de l'évaluation des pertinences de prescription des antibiotiques. Donc, c'est important que cette antibioprophylaxie la prescription soit faite en consultation pré-anesthésique, qu'elle soit adaptée à la chirurgie et au terrain et aux recommandations les plus récentes et que c'est adapté notamment à des cas spécifiques en cas d'obésité, du portage de micro-organismes résistants, notamment pour la chirurgie, pour certaines chirurgies digestives. Et encore un élément donc, qui est cité dans la fiche pédagogique HAS, dans ce critère un peu antibiotique, c'est notamment ce qui est important, c'est l'information patient. Donc là, ça recoupe finalement d'autres critères HAS. Donc le patient doit être informé du traitement qui lui est administré, de l'antibiotique qui lui est administré, et il faut qu'il y ait son consentement qui soit recueilli. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est que son patient et ou ses proches soient informés de ces traitements antibiotiques qui sont administrés, notamment la durée de traitement, des effets secondaires potentiels, de comment prendre le médicament, est-ce qu'il faut le prendre avec un repas, à jeun, est-ce qu'il est à éviter avec d'autres médicaments s'il y a des interactions. Donc c'est important que ces informations soient transmises et que cette information ait été remise et on peut notamment s'aider de supports adaptés et ne pas hésiter à envoyer les patients ou leurs proches vers Antibiomalin, qui est un site internet sur lequel on retrouve énormément d'informations pour le grand public sur les antibiotiques. Je vais repasser la parole du coup à Yasmine pour vous présenter encore les derniers éléments, notamment plus sur après la prescription en termes d'évaluation et de surveillance. Merci beaucoup, Simon. Donc, concernant l'évaluation de la pertinence des prescriptions d'antibiotiques, donc celles-ci, en fait, peuvent porter sur différents critères. Elles peuvent être réalisées par type d'infection, sur la conformité de la molécule, posologie, durée, réévaluation. Elles sont souvent longues et chronophages à mettre en œuvre et c'est pourquoi on préconise plutôt de réaliser des quick audits sur un nombre limité de critères, type axé sur la réévaluation ou la durée des prescriptions uniquement. La restitution de ces résultats d'évaluation de la pertinence des prescriptions doit être bien sûr transmise à l'ensemble des disciplines participantes, à tous les services qui ont participé donc à l'audit ou à l'évaluation, à la CME et aux commissions donc en charge des anti-infectieux et ou à la Comidims. Et ces données participent donc à la définition du plan d'action personnalisé et du programme de bon usage de l'établissement. Alors, pendant la visite des experts visiteurs au moment de la certification, ils peuvent s'entretenir donc avec les professionnels de santé
et demander en fait si l'établissement participe donc à des audits évaluant la pertinence des prescriptions et si les professionnels de santé ont connaissance du pourcentage d'antibiotiques prescrits en conformité avec ce référentiel, par exemple dans certaines infections bactériennes courantes. Ils vont aussi interroger sur la fréquence, selon quels critères ils ont été évalués et de quelle manière sont restitués les résultats. Donc là, on propose dans la fiche conseil d'indiquer donc le nombre d'audits qui aura été réalisé sur l'année ou les années précédentes, selon quels critères étudiés, et de présenter le pourcentage d'antibiotiques prescrits en conformité avec le référentiel. Alors, l'équipe Spares a également proposé un Quick Eval Antibio qui a été donc présenté au cours du précédent webinaire du mois de janvier. Donc, c'est un outil simple, facile, rapide à mettre en œuvre, flexible sur la documentation de la pertinence de la prescription d'antibiothérapie et également sur la réévaluation. Il y a un guide méthodologique qui accompagne donc la prise en main de cet outil qui est disponible sur le site du REPIA. Donc, il s'agit d'une grille d'audit à compléter en ligne. Viendra prochainement un fichier Excel mis à disposition pour que chaque établissement puisse compléter directement dans le fichier Excel. Les critères peuvent porter sur l'indication, l'antibiothérapie prescrite, la voie d'administration. Certains sont conseillés, d'autres optionnels. Il faut savoir que tous ceux qui sont conseillés donc, permettent de répondre aux exigences de la certification. Et l'objectif de ce Quick Eval est de fournir à l'issue de la saisie directement un rapport automatisé. Donc voici à titre d'exemple un rapport long avec l'ensemble des critères. Un rapport court sera mis à disposition en même temps que le fichier Excel et donc va pouvoir permettre de répondre au mieux à ces questions. Concernant la surveillance de la consommation des antibiotiques et des données de résistance, donc là, il va être important que l'établissement de santé effectue cette surveillance selon une méthode standardisée comme celle proposée dans l'outil Consores de la mission SPARES. Ces données nécessitent d'être restituées par le référent en antibiothérapie à toutes les disciplines médicales participantes et présentées tous les ans en CME. Bien sûr, elles participent à la définition du plan d'action et permet également la génération de rapports automatiques et personnalisés. Voici les données du rapport 2024. Donc, chaque rapport pour chaque établissement reprend les indicateurs clés sur le bon usage et sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc, si on se focus sur le bon usage des antibiotiques, vous voyez la consommation d'antibiotiques en DDJ et l'indicateur ECDC qui est la part d'antibiotiques à large spectre qui est suivie donc plus spécifiquement. La cible de la stratégie nationale est de réduire d'au moins 10% cette consommation entre 2019 et 2027. Et vous avez dans ce rapport national 2024 les valeurs nationales de 2019 et 2024. Et vous aurez dans votre propre rapport en fait, d'établissement les données pour l'année saisie. Et donc là, ça va être pour l'année 2025. Donc, lorsque les experts visiteurs vont voir les professionnels de santé, ils vont demander en fait si l'établissement participe bien au réseau national Consores sur la surveillance des consommations des antibiotiques et de l'antibiorésistance en association avec la pharmacie, la microbiologie. Ils vont demander de quelle manière sont restitués les résultats. Si ce n'est pas le cas, quels sont les freins et s'ils envisagent d'y participer à l'avenir et comment y remédier. Donc là, les éléments de preuve indiqués donc, sont clairement le rapport des données de consommation d'antibiotiques de résistance produit par l'outil Consores est fourni. Donc, on vous rappelle juste que les données peuvent être saisies jusqu'au 15 avril donc de la semaine prochaine. Autre point, sur l'éco-prescription d'antibiotiques, dans le manuel de la certification, il y a également deux autres critères qui portent donc sur les soins éco-responsables, notamment le critère de 3.404 et 3.402.
qui vise à voir s'il y a une réflexion pluriprofessionnelle sur la réalisation de soins éco-responsables, si la révision des protocoles prend également compte de la réduction des interventions inutiles, des prescriptions inutiles, la révision du matériel nécessaire, et si les équipes sont bien sensibilisées à l'impact environnemental de leurs pratiques. Donc là, il y a le groupe Green très actif de la SPILF, ainsi que le groupe Réagir du groupe SRLF pour la réanimation. Vous avez le Médite Normandie qui a effectué un document pédagogique sur la Zoom, sur l'éco-prescription d'antibiotiques. Le message est clair et simple en fait. Il s'agit de prescrire un antibiotique uniquement lorsque c'est nécessaire, selon le référentiel de l'établissement, et de privilégier autant que possible la voie orale qui a un impact carbone d'au moins 10 fois inférieur à la voie parentérale. L'ensemble de ces éléments qui vous ont été présentés, donc par éléments clés, vous sont présentés dans la fiche conseil à la fin avec une checklist qui vous permet de répondre par oui ou non sur les différents critères. Par exemple, pour la formation, est-ce que l'établissement propose une formation au niveau prescripteur, permanent, temporaire, oui, non. Si cette formation s'appuie sur un socle commun de compétences, de connaissances, compétences, et si elle est prévue par l'établissement pour le bon usage des antibiotiques et approuvée par la CME, oui, non. C'est une checklist qui permet en fait à l'établissement ou en référent de se situer par rapport à ce nouveau manuel de la certification, et également un guide d'entretien de traceurs ciblés. Donc, il reprend les questions qu'on vous a présentées, mais qui vont un petit peu plus loin et qui reprend aussi point par point sur les différents éléments clés, les éléments de preuve qu'on vous a présentés et quelles sont les ressources utiles qu'on peut aller regarder pour améliorer nos pratiques et accompagner cette certification. Je vais maintenant donner la parole à Béatrice Rosolène. Merci beaucoup pour l'action. Merci. Donc, grâce à la mise en place des points abordés précédemment, il est attendu, comme on l'a dit, un impact positif sur la qualité et sur la sécurité des soins, avec notamment une réduction de la mortalité et de la iatrogénie. Mais au-delà des points clés promus à l'occasion de la certification, finalement, c'est tout le programme de bon usage des antibiotiques de l'établissement qui peut être rediscuté et développé avec un bénéfice réel et majeur dans la lutte contre l'antibiorésistance. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, la certification peut devenir le moyen de transformer une obligation réglementaire en véritable levier d'amélioration. Elle crée tout d'abord l'occasion de faire valoir auprès de la direction et des décideurs locaux la plus-value du référent en expliquant les moyens qui lui sont nécessaires pour poursuivre les actions qu'il a déjà mises en place et pour en entreprendre de nouvelles. Pour vous aider dans cette démarche, l'équipe SPARES est en train de rédiger justement un argumentaire qui sera à destination des directeurs d'établissement pour promouvoir le recrutement des référents et surtout d'appuyer vraiment sur le fait qu'il faut du temps dédié. Diapo suivante. La certification est par ailleurs l'occasion de développer aussi et de renforcer des liens avec d'autres acteurs essentiels au programme du bon usage, comme on l'a vu un petit peu tout au long des diapos précédentes, notamment les services informatiques. C'est très important pour mieux intégrer les outils de prescription ou d'aide à la décision, pour faciliter l'accès et l'étude des résultats microbiologiques et de la pharmacie. Et puis aussi le service de communication qui peut être un partenaire vraiment essentiel pour vos campagnes d'information et pour la promotion du programme de bon usage que vous voudriez mettre en place ou prolonger dans votre établissement. Donc, diapo suivante. Pour conclure, vous trouverez donc sur cette diapo les liens vers les documents présentés durant ce webinaire, ainsi qu'un lien vers le kit d'audit SPARES dont on vous parle un petit peu depuis tout à l'heure. Donc, diapo suivante. Cette boîte à outils, elle va être disponible sur le site, donc elle est déjà disponible sur le site de Repia, elle est mise à jour régulièrement et donc on profite de ce webinaire pour vous annoncer que la toute dernière version, comme l'a dit Florence tout à l'heure, sera à votre disposition dans quelques jours, avec une nouveauté dans le fait qu'on a créé une petite sélection d'outils coup de cœur par toute l'équipe de SPARES pour vous. Et puis, donc, la présentation et l'utilisation du kit sera l'objet du prochain webinaire qu'on a programmé le 30 juin à 14 h. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en flashant ce QR code. Et voilà.
Donc, avant de laisser la place aux questions, je vous invite aussi à répondre sur la diapo d'après à ce court questionnaire de satisfaction. Vos réponses sont précieuses pour nous permettre de nous améliorer et de répondre au mieux à vos attentes. Il me reste à vous remercier tous pour votre attention au nom de tous les orateurs. Et puis, je redonne la parole à Florence. Merci beaucoup, Béatrice, Simon et Yasmine. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main levée tout à l'heure. Il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup. Enfin, dans les Q&R, questions-réponses. On a déjà répondu à un certain nombre de questions. Mais si vous voulez poser d'autres questions ou des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, vous pouvez lever la main. Alors là, je ne vois pas de nouvelles mains levées. Si, Patricia Aguilar. On vous écoute. Merci. Est-ce que le problème de son est réglé? Parce que dans le chat, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de son. Vous avez le son, c'est bon, tout va bien. J'espère que c'est réglé pour tout le monde. Vous nous entendez bien en tout cas. Merci. Patricia Aguilar, à vous. Ok, super. Merci. Donc le son, c'est ok. Madame Aguilar, à vous. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ou est-ce que c'est à nous de l'ouvrir? Emma, tu sais si Patricia Aguilar Je peut vais parler? lui ouvrir. Merci beaucoup. Là, normalement, vous pouvez ouvrir le micro, il n'est plus bloqué. Et vous pouvez parler. Sinon, il y a les réponses aux premières questions qui sont dans le chat que vous pouvez tous voir. Ah, Est-ce que Madame Aguilar ne peut pas parler? J'ai vu que Claire aussi, Chatron, avait levé la main. Et je ne sais pas si le problème de son est le même pour vous deux. j'ai autorisé le son, le micro pour Ah ouais, c'est bon. pour Vous tout le m'entendez? monde, donc normalement là c'est bon. Voilà. Ok, alors Ça y est. Madame Aguilar peut-être en premier? Ça y est. On vous écoute. On ne vous entend pas. Est-ce que les autres mains levées peuvent parler aussi ou... Moi, si vous voulez, c'est Claire Chatron à Clermont. Bonjour Claire. Bonjour, je vous fais juste un petit débrief parce que au CHU de Clermont vient de passer à la casserole, c'est fait. Donc pour vous dire par rapport à tout ce qui a été présenté, c'est toujours sympa d'avoir le retour de quelqu'un qui l'a vraiment vécu de l'intérieur. Donc tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est tout ce qui se passe dans la vraie vie. J'étais la première à ne pas y croire, à dire oui, bien sûr, on va nous demander tout ça. Mais oui, 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 on te demande tout ça, t'inquiète. Alors ça passe pas que par nous. Enfin, moi je suis pharmacien à Clermont et j'aurais bien aimé que ça passe que par moi. Je suis sûre qu'on aurait été très bon. Malheureusement, ça passe aussi par nos amis internes en médecine, par les médecins et bien sûr toute la connaissance ne peut pas être su de tout le monde. Alors, on a mis en place la politique de bon usage pour répondre à la première question sur le document du Grand Test qui nous a été d'un grand secours. Je crois qu'on peut même dire ce mot-là, puisque vraiment on a pu s'appuyer dessus. J'ai dit, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très bien structuré. Et même nous, sincèrement, ça nous a permis de nous restructurer aussi avec l'équipe des infectios. Ça nous a permis aussi de le présenter. On s'était pas rendu compte qu'il fallait présenter beaucoup de choses aussi en CME et certains en ont parlé. Donc malheureusement, oui, grande déception. Quand vous faites une petite information par mail ou dès lors vous faites une formation qui n'est pas tracée, on peut rien faire remonter. Donc j'ai testé pour vous, ça ne fonctionne pas. J'ai beau lui dire qu'on faisait des formations dans des services, ce n'est pas tracé, donc il n'y a rien. Ils insistent énormément sur la formation des nouveaux arrivants, que ce soit internes ou nouveaux médecins. C'est pas que les internes. Si vous faites une journée d'accueil, nous c'est notre cas à Clermont, on fait une journée d'accueil pour les internes en médecine. Alors on a un programme quand même, j'ai montré le programme mais on ne fait pas signer nous à Clermont. Bon bah c'est cuit, elle ne l'a pas pris non plus. Donc vous voyez vraiment, ils ont des grilles hein, sincèrement. Alors ils étaient hyper sympas, hein. Je dis pas du tout que voilà on s'attend à des gens, enfin il y en a peut-être qui sont en train de m'écouter, mais souvent on s'attend à des gens plutôt sinistres, sincèrement. Pas du tout. Des gens très ouverts qui avaient envie de savoir un petit peu comment est-ce que ça se passait ailleurs. Donc voilà, tout ne passe pas, il faut de la justification, de la traçabilité.
En ce qui concerne après, donc voilà, la formation, c'est pour vous répondre. Pourtant, on est en train de faire un e-learning à Clermont qui va être super, mais malheureusement, il n'est pas en cours. Donc, ils n'ont pas pu me le prendre non plus. Ils m'ont dit super, hein, vous avez des belles choses, mais ça passe pas. Donc, traçabilité des formations, je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est ce qu'il faut retenir. Pour ceux qui ne sont pas encore passés, je pense que ça vaut le coup malgré tout de lancer des trucs quand même dans les services parce que les dates ne sont pas forcément regardées. Ça reste des formations. Donc, si vous voulez sauver le coup là, pour ceux qui passent en juin, je pense que c'est encore rattrapable, d'autant plus avec le changement d'interne au mois de mai. Donc, profitez-en. Nous n'avons pas eu votre chance. Donc, saisissez la perche qui est tendue. Et qu'est-ce qu'on avait aussi pour tout ce qui est justification dans les dossiers patients? Je terminerai là-dessus, parce que je laisse bien sûr la parole à tout le monde. Pour les justifications, à Clermont, ce n'est pas très très bien fait, sincèrement. Donc on n'est pas passé non plus, je sais, sur ce critère-là. Voilà, on est en cours de déploiement du logiciel Easily à Clermont et personne justifie tout. Bien sûr, chez les infectieux, c'est parfaitement fait, sauf que vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas ouvert des services d'infectieux, mais les autres. Donc c'est pas passé. Mais voilà, on a quand même essayé de justifier des choses avec nos politiques de bon usage, qu'on était dans des cours de formation. Donc voilà, en tout cas, tout ce qui vous est présenté, tous les outils pour tous les pharmaciens ou les médecins qui écoutent, utilisez-les parce que vraiment, nous, ça nous a permis de répondre à beaucoup de critères. Et je crois qu'on a validé à 94% malgré tout le critère impératif. Donc, ça reste des très bons chiffres. On est content, sincèrement. Je pense qu'il y a 6 mois, sans vous, sans toute votre équipe, là, Aurépia, Sparès, compagnie, je pense qu'on aurait été à 42% à Clermont. Donc, merci à tous. Et nous sommes la preuve vivante que je vous jure que ça fonctionne et que vous pourrez valider ce critère, même si ce n'est pas à 100%. Laissons-en pour 2029, 2030, pour la prochaine certif. Donc voilà, merci. Et puis voilà, utilisez tous les documents. C'est mon conseil d'utilisatrice. Merci beaucoup, Claire. C'est adorable et ça fait plaisir effectivement de voir que ce que l'on peut construire sert sur le terrain. Donc, c'était l'objectif justement d'accompagner l'établissement pour se préparer à la certification. Donc, super et bravo, c'est une bonne note pour le critère sur les prescriptions antibiotiques. Pour Vous rebondir aussi m'entendez? avec... Oui, on vous Ah, entend. bonjour, c'est Patricia Aguilar. J'ai enfin réussi à activer mon Ok. micro parce que On vous écoute. j'arrive pas à me connecter à la conversation, donc je pouvais pas vous parler. Je voulais juste savoir si où en était le questionnaire de réévaluation à 72 heures sur DXCare, parce que je sais qu'il était en cours de rédaction et je voulais savoir ce qu'il en était. Alors, j'avoue que je n'ai pas la réponse puisqu'il y a énormément de logiciels métiers hein, de prescription informatisée des médicaments et pas que des antibiotiques. Donc, alors je crois qu'à C'est sur le Nancy, il y avait... CHRU, on a le même que le CHRU de Nancy. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, je suis plus pharmacien en interne et je vois pas les prescriptions passer. Je ne sais pas si Yasmine veut éventuellement répondre, si tu as des informations. À Nancy, c'est des Xcare, à Strasbourg, c'est des Xcare aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que j'avais fait une enquête il y a quelque temps sur les Alpes-Maritimes. Sur 18 établissements, il y avait 13 logiciels de prescription informatisés différents. Donc, c'est difficile d'harmoniser les choses et d'avoir tous les bons outils pour suivre la réévaluation. Je ne sais pas, Yasmine, si tu veux réagir ou quelqu'un d'autre sur des Oui. Xcare. Alors, je peux compléter, par exemple, à Strasbourg, sur des Xcare, on a la possibilité de faire un clic droit sur la prescription et dire qu'on l'a réévaluée. Sans plus, hein, c'est un critère qui est très, très peu utilisé. La réévaluation, elle est plus documentée, en fait, dans les observations médicales. Donc, on a à s'améliorer. Donc, le Quick Eval qu'on a effectué, en fait, sur une centaine de prescriptions, a démontré qu'on était correct sur la réévaluation à 72 heures, un peu plus de 70%, mais pas à 100%. Et donc, justement, ça nous alerte pour nous dire qu'il faut absolument qu'on s'améliore sur ce critère. Après, l'informatique DXCare est en train de revoir cela, mais ça prend toujours énormément de temps et c'est pas forcément dans nos mains directement. Donc, il faut qu'on s'améliore sur ce critère avec un argumentaire dans les observations médicales. Voilà. Oui, nous aussi, l'audit, on était à 50% du coup, et c'était pas. C'est ça. C'est pas. Voilà. Mais par contre, comme on a le questionnaire, en fait, le questionnaire, il existe pour pour l'initiation. Donc, en fait, il faut exactement le même encas qui s'ouvre, le même formulaire qui s'ouvre et pour la réévaluation. Mais du coup, je sais que c'était en cours, mais j'ai pas de nouvelles, on n'a pas eu d'infos, donc je voulais savoir si vous en aviez.
Si je peux prendre la parole, je suis Martine Vacheron, je suis pharmacienne dans un petit établissement à Bourbon-Lancy. Et du coup, je voulais juste indiquer qu'en fait, effectivement, il existe de nombreux logiciels. Nous sommes en train de déployer un logiciel qui est HM. Et je regrette quand même que dans ces logiciels, sur les formulaires de justification d'antibiothérapie, en fait, il n'y a pas de formulaire type. C'est à nous de les paramétrer. Donc, c'est vrai que ça pourrait être une aide d'avoir une base sur laquelle qu'on puisse utiliser pour pouvoir paramétrer plus facilement. Et sur HM, vous avez même l'alerte qui est possible. Oui, Donc, mais HM est un peu plus le développé à formulaire ce de niveau-là. justification, c'est à nous de le monter. Oui, d'accord. Ok, merci. Après, je il peux faut me permettre travailler, si je peux compléter, le formulaire de justification et de réévaluation, oui, c'est à travailler avec les infectiologues pour trouver la bonne formulation, parce que s'il est trop lourd à compléter, il ne sera pas utilisé en pratique. Oui, Et c'est d'où un peu l'intérêt l'expérience qu'on a ouais. fait aussi au niveau des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et c'est que du coup, on a vraiment limité aux critères minimum nécessaires, en fait. Oui, sauf que nous, dans nos petits établissements, on n'a pas de médecin infectiologue. Et donc, si on avait une trame de base qu'on puisse compléter éventuellement en fonction de notre activité, ce serait déjà beaucoup pour nous. Et on est nombreux en petit établissement. Il y a des gros établissements, mais il y a beaucoup de petits. Je me permets, je suis Karina Popono, je suis pharmacienne aussi. Juste pour faire un petit retour d'expérience sur HM, puisque vous parlez de HM, en fait, le formulaire justement de prescription, nous, on l'a, et en plus, on va le rendre bloquant. C'est-à-dire que si le médecin ne renseigne pas les indications, c'est obligatoire en fait de renseigner l'obligation. Moi, je veux bien vous le partager, il n'y a aucun problème. Ah, en fait, non, je l'ai déjà fait, mais c'est juste dans la pratique, si on peut aider d'autres établissements, si pouvait faire quelque chose qui soit uniforme, qu'on puisse adapter ensuite en fonction de chacun de ses pratiques. Voilà, c'était juste par rapport à ça. D'accord. Ça, ce serait éventuellement comme un cahier des charges pour les éditeurs de logiciels de prescription. Et ça, c'est quelque chose qui a été évoqué déjà depuis plusieurs années, mais qui est très compliqué à porter. Et ça doit être porté aussi au niveau national par les instances. Et c'est vrai que ce serait aidant, mais c'est complexe. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées qui n'ont pas encore pris la parole, si vous voulez bien baisser les mains quand vous avez pu poser vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait intervenir? Bonjour, je suis Laetitia Maisonnier, je suis responsable qualité. Je me permettais de vous poser la question, peut-être que c'est apparu sur le chat, mais je n'y ai pas accès. Je voulais savoir, est-ce qu'auprès des experts visiteurs, le livret thérapeutique peut être accepté comme référentiel d'antibiothérapie ou pas du tout? Yasmine, tu veux répondre? Oui, je réponds, merci. Non, le livret thérapeutique n'est pas un référentiel de bonnes pratiques de prescription d'antibiotiques. Le livret thérapeutique est la liste des antibiotiques disponibles dans un établissement. Un référentiel doit indiquer pour telle indication quelle est la molécule à prescrire en première ligne, en deuxième ligne, en cas d'allergie. Voilà, un référentiel fait référence en fait au diagnostic initial. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yasmine. En fait, les questions sont dans le Q&R pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du webinaire. Donc, ce n'est pas dans la conversation. Il faut aller dans Q&R et là, vous avez toutes les questions qui ont été posées au fil de l'eau et les réponses qu'on a pu y apporter. Juste rebondir aussi sur une question qui était d'adresser la liste des participants aux formations. Alors, en fait, ce n'est pas des formations. Ce qu'on propose, les webinaires, c'est plutôt de l'information, de la sensibilisation, mais ce n'est pas de la formation et ce n'est pas des PC. Et on pourrait éventuellement adresser la liste des participants comme à aujourd'hui aussi, par exemple, mais on n'a pas l'information sur les établissements de santé. Donc, en fait, ce serait une liste avec tous les participants et à vous de retrouver vos petits, si je puis m'exprimer ainsi. On a les départements et puis il y a aussi un souci de RGPD aussi. Donc, on pourrait donner éventuellement les noms, prénoms, mais pas les adresses mail. Enfin, voilà, il faut voir aussi qu'on soit correct au niveau RGPD. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre? Oui, donc les questions concernant les différents logiciels de prescription médicamenteuse. Il y a beaucoup de différences. Je ne saurais pas répondre ni pour HM ni pour Easily.
Euh, Bonjour à tous. oui, Moi, je suis docteur junior en pédiatrie et dans le 78 et on a passé la certification en février aussi. Donc juste pour faire dans un SMR, donc un petit établissement où il y a 5 médecins. Donc juste pour faire aussi un petit retour pour les petits établissements. Euh, Nous, sur les critères d'antibiothérapie, en fait, on a eu une fiche anomalie pour des questions de formation initiale, enfin de formation des prescripteurs. Après, tout ce qui est référent, nous, on n'en a pas. Et on a dit qu'on contactait des CHU si besoin et ils nous ont pas fait de retour par rapport à ça. Le référentiel, on a dit qu'on utilisait ceux de la HAS et ils nous ont dit d'accord, très bien, et ils n'ont pas plus creusé non plus. Donc, enfin voilà, juste pour dire qu'en fait, ils demandent beaucoup de choses, mais c'est pas forcément des choses compliquées. C'est-à-dire qu'un référentiel, si on dit on se base sur les recommandations, ça leur suffit et ils vont pas forcément chercher plus. Donc voilà, c'est pas si insurmontable que ça. Et après, ils nous demandaient comment ça se passait. Alors nous, on a HN, donc on a les alertes. Donc on répond aux alertes pour les réévaluations, comme ça on peut les retrouver. Et c'était quelque chose qui allait bien. Et après, ils n'ont pas posé beaucoup de questions en vrai. merci beaucoup pour votre tour. Alors, pour réagir juste comme ça à chaud aussi, il y a des différences entre les experts visiteurs. Donc, tous ne vont pas forcément interpréter et poser les mêmes questions. Mais donc, en tout cas, là, vous avez la trame pour répondre au mieux. Ce qui est important, c'est de tracer les choses aussi. Quand il y a, par exemple, un référent dans un établissement, dans un autre établissement, avoir une convention avec les référents, ça permet d'avoir une preuve de la collaboration avec les référents d'un autre établissement aussi. Ça peut ça signifie la collaboration entre un référent à l'extérieur de l'établissement de santé, par exemple. Une question aussi, si certains souhaitent avoir la liste des participants ici, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on transmette la liste des participants d'aujourd'hui à ceux qui pourraient le demander et qui pourraient en avoir besoin? Si quelqu'un y est opposé, s'il veut bien s'exprimer aussi. Sinon, comme ça, on pourra partager les noms-prénoms des participants d'aujourd'hui. Ok, je vois des pouces. Donc, a priori, voilà, si quelqu'un s'y oppose, vous pouvez nous l'écrire dans Q&R, questions-réponses. Sinon, on prend les OK. Merci beaucoup. Euh, alors, je ne sais pas s'il va y avait d'autres questions. Ce que je propose aussi à l'équipe, c'est qu'on fasse comme les webinaires précédents, qu'on fasse peut-être une foire aux questions avec les questions qu'on a eues ici. Voilà, on pourra en tout cas vous partager évidemment le diaporama avec tous les liens. Le replay aussi, pour ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Voilà, on a fait un webinaire court comme les précédents dans le cycle, parce qu'on sait que le temps de tout le monde est compté. Mais en tout cas, vous avez déjà la date pour le prochain, le 30 juin, où on parlera de la nouvelle version du kit d'outils, BUA, avec aussi la sélection qu'on aura pu travailler avec la SFPC et la SPILF. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on nous dit parfois que 300 outils, c'est beaucoup. Donc on va essayer de vous aider à extraire les plus essentiels. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser une dernière question ou pas? Oui, 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 oui. Parce que moi, j'avais une question sur les prescriptions documentées, sur la réévaluation des prescriptions documentées. Parce que c'est compliqué de demander au médecin, alors qu'il a attendu d'avoir son OCBU, de dire qu'à 3 jours, il faut qu'il réévalue alors qu'il prescrit en documenté. Est-ce que ça, c'est nécessaire ou pas? Alors, je crois qu'il y a une réponse dans le chat, si je ne dis pas de bêtises. Céline, c'est ça, tu avais répondu à cette question-là? Ou sinon, Oui. Ah, mais on Moi, voit j'ai pas les répondu que réponses par alors. précaution, à mon avis, il fallait mieux réévaluer. Alors après, le médecin peut marquer idem, diagnostic toujours certain, mais on est quand même obligé de réévaluer au minimum la tolérance quand même à J3, J7, et c'est dans les critères. Donc moi, par prudence, je dirais oui, il vaut mieux réévaluer. Après, ça peut être un format light. Mais Ok. comme disait Florence, comme l'interprétation des critères est quand même laissée l'appréciation des experts visiteurs, vous avez plutôt intérêt à coller déjà aux bonnes pratiques, qui sont de réévaluer de toute façon les antibiothérapies quasiment tous les jours, au moins pour la tolérance, et à faire un peu plus que ce que ça vous semblerait nécessaire. Mais je laisse les collègues répondre. merci beaucoup, Céline. Je ne sais pas si Simon, Yasmine ou Béatrice, vous voulez compléter.
Ah oui, pour compléter ce que dit Céline, c'est vraiment voilà, garder l'état d'esprit que réévaluer, c'est super important. Donc, même si voilà, même si c'est documenté, je suis tout à fait d'accord que c'est aussi habituer les prescripteurs à toujours bien réévaluer et à être jamais sur leurs acquis sur une prescription antibiotique, quoi. Merci beaucoup, Béatrice. Je vois encore une main levée. Est-ce que vous avez pu, je vois deux Gaillandes, vous avez pu poser votre question? En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure. Si ça va à toute l'équipe, on pourra faire une foire aux questions. Enfin, en tout cas, on vous en reparlera et on vous la communiquera. Emma vous a affiché tout à l'heure un QR code pour un questionnaire de satisfaction. Donc, merci beaucoup pour vos retours aussi, qui sont importants pour nous pour ajuster les prochains webinaires, formats, questions, outils dont vous avez éventuellement besoin. Je vois encore trois mains levées. On a encore peut-être une minute pour y répondre. Euh, je vois deux Galandes, Selbonne, Myriam Ascri. Vous avez pu déjà prendre la parole? Bonjour, je suis docteur Myriam Askri, donc je travaille comme gériatre à temps plein dans un petit hôpital dans le 92 et je voulais voir avec vous juste une petite question par rapport au temps dédié pour cette mission. Donc je voulais faire cette mission puisque j'ai le DU de traitement anti-infectieux à Strasbourg et je voulais donc m'intégrer dans cette mission et voir avec vous quel est le temps minimal dédié pour ça. Alors, je ne sais pas si Céline, tu veux répondre ou quelqu'un d'autre, mais Peut-être Béatrice, parce que en fait, je te laisse prendre la question, Béatrice. Oui, merci Céline. Alors, il y a les textes disaient, c'est sûr que c'est un petit peu différent sur le type d'établissement, si c'est que du MCO, si c'est du SSR, si c'est du gériatrique, et sur aussi le temps dédié, si le référent et pour le stratégique ou aussi pour les avis. En tout cas, il y avait des chiffres de 0,2 ETP pour 100 lits qui avaient été avancés. Ça peut être variable. Mais ce sera justement aussi tout le sujet de l'argumentaire pour vous aider à avoir du temps dédié. C'est vraiment ça qui est important en fait. On sait que sans avoir juste un référent, ça suffit pas. Il faut vraiment du temps dédié. Céline, je sais pas si tu veux compléter. Compléter ce qu'a dit Béatrice. Donc, ce 0,2 ETP pour 100 lits a été proposé par le CNP de maladies infectieuses et tropicales en 2021, sans que le document ait été rendu public. Mais on le mettra dans l'argumentaire dont parle Béatrice pour vous aider. Alors après, ça n'a pas de valeur opposable auprès de vos directions. Donc après, ce sera de l'argumentation. Mais ça vous aidera peut-être à avoir un peu plus de temps. D'accord, merci beaucoup. merci beaucoup. Je vois plus de mains levées. De toute façon, je pense qu'on vous transmettra par mail aussi à nouveau le questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez le remplir aussi, si vous voulez bien. Merci beaucoup. On prend les noms aussi, si vous voulez. Si vous êtes plusieurs derrière la caméra et que vous voulez nous adresser les noms pour avoir la liste des participants, on l'ajoutera. Voilà. Excusez-moi, pardon, une petite dernière remarque. Bonjour à tous. Oui, Est-ce que ce serait possible éventuellement d'avoir le PowerPoint ou oui, pas? c'est prévu. C'est prévu. Super. Vous aurez le PowerPoint et le replay. Afin qu'on puisse communiquer à qui de droit. Merci à vous en tout cas, très intéressant. C'est prévu. Merci beaucoup. Merci à vous. On va conclure. Je remercie toute l'équipe SPARES, Yasmine Livois, Simon Gravier, Béatrice Rosolène, Céline Pulsini et Emma Kittler. Merci à vous et à bientôt. On reste disponible. On vous adresse tous les éléments, diaporama, replay, et on vous donne rendez-vous le 30 juin ou plus tard. Et on est disponible entre-temps pour échanger et travailler avec vous. Merci beaucoup et bon courage pour vos certifications et programmes de bon usage sur le terrain. La main est à vous. Merci beaucoup, bon après-midi et à bientôt.